Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une manière de coder le moins de trucs rébarbatifs possible. Euh, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, je vais faire un tout petit peu de théorie et puis je vais essayer de vous présenter des dingueries. Je m'appelle Jérôme, j'habite à La Rochelle, j'opère en tant que freelance spécialisé dans les gros back-ends énervés plutôt en Rust. Euh, donc sous le nom d'Eventually Consultant. Pour ceux à qui ça parle, il y a un jeu de mots dans le nom. Je suis aussi le fondateur d'un portail immobilier que j'espère que vous utiliserez tous dans quelques années, qui s'appelle wimo.com. Et je travaille présentement aussi pour Shindan, un projet de la société Randorisec, qui fait de la sécurité offensive. Et le but de ce petit projet, c'est de scanner des vulnérabilités et des compromissions sur téléphone mobile. Voilà, on fait ça en Rust. Et cette petite histoire que je vous raconte aujourd'hui, elle commence il y a pas mal de temps, dans une société qui fait du e-commerce, chez Bizup donc, quand Johnny, notre chef de l'époque, arrive un beau matin et nous dit on va écrire le Swagger directement et on va générer le code. Je ne sais pas si tout ça parle à quelqu'un. Ce à quoi on a répondu avec grand enthousiasme. T'es sûr? Parce que généralement, vous aimez les générateurs de code? Moi perso, j'ai un avis mitigé sur la question. Pas plus trop, mais en général, on n'aime pas les générateurs de code. Alors quand on a commencé ce projet-là, on a utilisé Swagger CodeGen, qui est un projet codé en Java. Alors nous, on faisait du .NET, mais ici, Java, ça ne va pas vous faire peur. Mais nous, c'était pas notre truc. Il fallait lancer un Docker, c'était pas vraiment rapide, difficile à étendre, difficile à modifier. Donc j'ai vu les collègues pleurer quelques larmes de sang avec ce projet, mais ça nous a quand même pas mal aidé. Les générateurs de code, souvent, ils sont opinionnés. Alors je sais pas exactement comment on dit en français. Ils ont des opinions et souvent, on ne partage pas les mêmes opinions, soit pour des histoires de convention de nommage ou de taille de tabulation, pour tout un tas de raisons. C'est compliqué d'adopter la religion du générateur de code quand on est sur un projet et on n'a pas forcément envie de partager les mêmes opinions. Certains sont lents, certains sont magiques, c'est-à-dire que on génère un truc et puis c'est automagique. Tout est beau, tout est mignon, ça marche, et puis quand ça marche plus, ben on ne sait pas pourquoi. Certains sont difficiles à customiser, c'est-à-dire que ouais, ça va répondre très très bien aux besoins 95% du temps, et les 5% restants, on va se prendre la tête comme c'est pas permis, et on n'y arrivera des fois pas, et on sera parfois obligé de même se plier à notre générateur de code, ce qui n'est pas forcément bien. Et parmi les générateurs de code, on a les scaffolders, qui sont des générateurs en one-shot, donc qui génèrent beaucoup de choses, et puis après, la maintenance, c'est pour nous. Donc c'est un peu l'équivalent du dealer qui donnerait la première dose gratuite. Voilà, c'est pas mon truc, on va dire. On a aussi des interfaces graphiques, pour ceux qui veulent remplacer 3 lignes de texte par 12 clics. Je ne sais pas si vous imaginez un conflit de merge dans le XML que va produire ce machin. Ça peut être sympa. Bon, et pourtant, à 4 devs, on a shippé en 10 mois 40 microservices, 110 000 lignes de code, dont 40% de générés, donc plus 70 000 de code généré. Ne faites pas forcément ça chez vous, il y a pu avoir un certain pourcentage de burn-out dans l'équipe, mais voilà, on a été très très efficace. Et si on enfonce quelques portes ouvertes, l'informatique c'est des code gen. Que ce soit pour transformer du code source en code machine, du code source en code source mais différent, de la mémoire en mémoire, plein d'exemples en plein de if.
Et bien sûr, nous-mêmes sommes des transformateurs, des générateurs de code. On transforme des idées et du café en code source, pour ceux qui prennent du café. Bref, encore une fois, une porte ouverte. On veut transformer les inputs en outputs. Notre but en tant qu'humain paresseux, ça va être de minimiser les inputs et de maximiser les outputs. Mais pour générer quoi que ce soit, il faut d'abord inventer un formalisme un peu précis. Quoique maintenant, avec les MLM, les LLM, pardon, on n'a plus vraiment besoin d'être précis, mais bon, j'ai écrit Stalk avant que ça arrive. L'idée est loin d'être nouvelle. Il y a d'un côté les IDL pour Interface Description Language et les DSL pour Domain Specific Language. On va commencer par les DSL. Donc, l'idée d'un DSL, c'est le plus souvent de spécifier un comportement. Et donc, c'est d'utiliser un langage assez limité pour exprimer plus rapidement et sans ambiguïté ce qu'on veut dans un domaine particulier. Parmi les DSL, vous en avez le plus connu, SQL, voilà, qui marche très très bien dès qu'on veut requêter quelque chose. HTML, CSS. Est-ce que JavaScript est un DSL ? Ça marche très bien dans un navigateur. Et d'un autre côté, vous avez les IDL qui vont décrire des interfaces, des API. Il y en a beaucoup dont vous n'avez jamais entendu parler parce que Swagger a gagné le game. Il est devenu OpenAPI. Ramel, Blueprint, je pense que moi, j'en ai jamais entendu parler avant de rechercher spécialement ça. gRPC Protobuf, on connaît. SOAP et le WSDL, on connaît. Vous pouvez inventer le vôtre si vous voulez. Alors, ça c'est un petit slide que j'ai trouvé marrant. Ça s'appelle la roue de la configuration. Donc on voit qu'on passe du code pur et dur à quelques configurations, puis à un moteur de règles, puis à un DSL, pour finir par retomber à quelque chose de codé à la dure. Revenons à OpenAPI. Donc, qui est dev backend ici ? Ok, qui passe 75% de son temps à coder des API ? Ah, ok. Pas tant que ça. Ok. Qui est front-end ? Personne fait de front-end. Ils font quoi les autres ? Ils sont full stack ? Embarqué ? Vous faites de l'embarqué ? On fait des beaux dessins. Ah, les architectes ? Qui connaît OpenAPI ? Ok, presque tout le monde. Donc OpenAPI, pour résumer, c'est une spécification, un format de spécification pour décrire les API. C'est très populaire, il y a plein d'outils, ça marche dans tous les langages, c'est top. Ça ressemble à ça, on met un petit en-tête, enfin c'est du YAML, on met un petit en-tête pour décrire notre API, on spécifie des chemins qui ont des méthodes HTTP, qui ont des paramètres, qui répondent des codes HTTP, qui ont eux-mêmes un schéma. Ce schéma, on peut le mettre au bout d'une référence, le petit $ref là, qui peut pointer vers un peu plus loin dans le document ou vers un autre fichier. Voilà. Et quand on veut utiliser OpenAPI, il y a deux approches. Code first ou contract first. On va parler d'abord de code first. Et là, vous avez un exemple de code PHP où vous avez un contrôleur tout bête et vous avez en vert dans les commentaires des métadonnées qui décrivent un peu plus l'API, qui rajoutent ce qu'un framework ne pourrait pas deviner pour documenter un peu mieux l'API. Et voilà, c'est magique. Vous avez à la sortie de ça une documentation d'API exécutable, toute propre. Bref, code first, c'est super pratique, c'est dans le même fichier, c'est dans le même langage, le code est égal aux annotations,
et on peut générer des clients avec. Mais est-ce que c'est vraiment le même langage? Bon, les métadonnées qu'on écrit, c'est pas forcément du PHP, c'est pas forcément... voilà. Est-ce que le code, c'est vraiment les annotations? Ben non, plus on met d'annotations, enfin, si on met beaucoup d'annotations, c'est que le petit framework qu'on a utilisé n'a pas pu tout déduire. Et notamment, quand on va documenter dans nos annotations qu'on peut répondre au pif une 404 ou une 200, il n'y a absolument rien qui garantit que dans notre code, on va vraiment répondre une 404 ou une 200. C'est pas super extensible, alors là j'en parlerai plus tard. Effectivement, quand on fait du code first, généralement on peut utiliser ce petit générateur de code que pour faire de l'API. Mais bon, ça je vous montrerai après. Et aussi, vous avez besoin d'un début de serveur qui fonctionne pour avoir votre spec OpenAPI pour pouvoir la passer au front. Cela dit, c'est vachement mieux que rien. Alors vous connaissiez tous, donc je vais rien vous apprendre. Mais évidemment, si vous avez une vieille API qui n'est pas encore documentée en Swagger OpenAPI, n'hésitez pas, allez-y, foncez, vous documentez ça, vous pourrez générer les clients et faire plein de choses très très bien avec. Et c'est assez rapide à mettre en place. Et donc à la fin, vous allez utiliser une forme de générateur de code pour générer les documentations, les clients, et pour d'autres outils, genre Postman. On va parler maintenant de contrat ou spec first. Donc ça, on prend les choses à l'envers, donc comme je l'ai expliqué au début. On écrit d'abord le Swagger, il faut aimer écrire du YAML. On n'écrit pas en Word. Et c'est parti. On peut faire démarrer les développeurs back et les développeurs front en même temps. Normalement, ils se rencontrent à la fin et ça fonctionne. Normalement, avec quelques adaptations. Mais en vrai, si vous faites la même chose avec un document Word, c'est pareil en théorie. Ils partent les deux en même temps, et à la fin, ça fonctionne encore moins. Donc bon, c'est peut-être bien. Moi, la sensation que j'ai depuis que j'utilise cette façon de faire, donc en spec first, c'est d'avoir un levier. Là, vous avez sur un projet perso, en rouge, c'est le code que j'ai vraiment codé avec mes petites mains. Et vous allez voir que la courbe, elle accélère pas. J'écris pas plus vite à la fin du projet. En jaune, j'ai mes templates. Vous allez voir que vous voyez que je fais de plus en plus de templates. Et bien quand je fais plus de templates, c'est la courbe bleue qui monte. Donc ça, c'est le code que je génère. Et quand j'ai une nouvelle idée, des fois il y a des grosses accélérations en bleu. C'est juste parce que j'ai eu une nouvelle idée d'un template. Et quelques heures plus tard, j'ai généré des milliers de lignes de code en plus qui me fournissent un nouveau service. Il y a eu vraiment cette impression de levier. Ça vous permet aussi d'être une putain de girouette. C'est-à-dire que ça devient beaucoup moins cher de changer d'opinion, de changer d'avis. Par exemple, à l'échelle d'un projet, changer la convention de log, la convention pour gérer les erreurs, une convention de nommage, tout un tas de choses. Finalement, on peut se dire, en fait, c'était pas top. Et on a toujours ce levier qui nous permet de jeter du code plus facilement. Il y a d'autres façons de faire ça. On pourrait parler de programmation orientée ASP, qui vont permettre de faire ça. Ça, c'est une manière. Voilà, et je ne suis pas venu les mains vides. Je vous ai expliqué qu'on avait utilisé Swagger CodeGen. Il se trouve que chez Bizup, j'avais commencé à recoder un truc en .NET qu'on a appelé CodeGenUp, parce que ça venait de Bizup. Et on ne l'a jamais trop utilisé, mais moi je l'ai utilisé sur un projet perso. Et comme je l'ai un peu trop utilisé, en .NET ça démarrait un peu, pas assez vite. Du coup je l'ai recodé en Rust.
Là, maintenant, il va sensiblement plus vite. Il s'appelle CodeGener. Ouais, CodeGen avec un petit R à la fin. C'est extrêmement simple. C'est tout simplement quelque chose qui prend un document qu'il arrive à convertir en JSON. Une fois qu'il est en JSON en mémoire, il va le passer à du templating, et une fois que ça sort du templating, il va aller le dispatcher dans des fichiers. C'est aussi bête que ça. Donc, je vous la refais en version un peu plus longue. Ça lit un YAML, ou un JSON, ou un XML maintenant d'ailleurs, enfin, tout ce qu'il arrive à remapper vers du JSON à la fin. Ça résout les références. Ça va recopier en mémoire les références de façon récursive, histoire de ne pas avoir à les chercher dans le template, au cas où on en ait besoin. Ça nous donne un énorme gros fichier JSON en mémoire. Ça le balance à un template. Ça redécoupe des choses pour aller le mettre dans des fichiers. On part de ça. Toujours notre fameuse spécification, qui donne ça en mémoire. Pardon. Ça, qui donne ça. Vous voyez que le contenu des références a été recopié. Un peu plus lisible en YAML, c'est le même document mais en YAML. On le donne à un template qui est en handlebar. Je ne suis pas grand fan du handlebar, mais ça fonctionne. Ça, c'est la sortie en mémoire. Vous voyez les 3DS files, c'est juste des instructions de post-processing. Donc le 3DS file va dire écrit dans tel fichier, et le fin de file à la fin dit t'arrêtes d'écrire. Et après ça, voilà. C'est la façon que j'ai trouvé de permettre de dispatcher facilement à partir des templates. Et ça me sort un petit fichier .rest qui me permet d'avoir des fichiers .rest qui sont utiles si vous connaissez VS Code REST Client, qui est un espèce de Postman en texte, qui fonctionne très bien, oui, très pratique. Et on configure dans un fichier qui s'appelle codegener.toml, on configure la source, les templates à utiliser, où sont les templates, où est-ce qu'on veut mettre la racine de sortie de ces fichiers, où sont les custom helpers, parce que bon, il y a des choses qui sont quand même compliquées à faire juste avec du handlebar, donc j'ai incorporé un petit langage facile à incorporer dans du Rust pour faire des petites fonctions spécifiques, et quelques paramètres, et c'est parti. Et en plus c'est rapide, là, pour sortir 40 000 lignes de code, ça prend une demi-seconde. Je ne sais pas dans combien de fichiers, mais il y a beaucoup de fichiers pour les 40 000 lignes de code. Un petit exemple, ici un contrôleur. Alors désolé, c'est du Rust. Mais là, à partir de cette spec, on a donc le code généré qui est à droite. On a bien le contrôleur qui a été généré avec la bonne route, avec les bons paramètres, avec la bonne structure qui sera correctement désérialisée pour nous donner tous les paramètres du path de cette API. Et donc nous, finalement, on n'a qu'à coder ce que vous voyez en commentaire à la fin à droite, c'est-à-dire la fonction getSale qui récupère directement le state de l'API, le path, et qui peut renvoyer un getSaleResult. On en parle juste après. Est-ce que ça vous donne envie de l'utiliser? Ça dépend bien sûr, c'est votre choix, hein. Comme d'habitude ça dépend en informatique. Donc ça dépend de la taille du projet, du temps que vous avez à y passer, de la maintenance que vous avez prévue sur ce projet. Est-ce que vous aimez l'YAML ou pas?
Est-ce que vous avez envie de vendre... est-ce que vous vendez du jour homme ou est-ce que vous vendez des projets qui fonctionnent? Voilà. Ça peut donner un peu d'efficacité à vos projets et un peu d'industrialisation. Mais je ne suis pas venu là juste pour vous raconter tout ça. Vous avez déjà entendu parler d'effet rebond? Oui, probablement. L'effet rebond, c'est quand on a un nouvel outil et du coup on commence à l'utiliser de plus en plus. Et c'est souvent perçu de manière très négative parce qu'on part d'une situation où on optimise un processus et on a du coup besoin de moins de ressources pour faire la même chose et on se retrouve à finalement faire beaucoup plus avec encore plus de ressources. Mais ici, je peux vous raconter des effets rebonds positifs. Déjà, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en Code First, on n'avait pas de garantie que ce qu'on avait annoté, ce qu'on avait mis dans la documentation correspondait à ce qu'on a codé. Il se trouve que quand on inverse le problème, on peut s'amuser. Alors là, vous avez un exemple en Rust. Vous voyez à gauche que je génère une énumération qui me permet de répondre que OK 200 ou not found 404. Et la fonction que j'ai à implémenter, elle ne peut répondre que ça. Et donc j'ai une structure de données qui est... Alors là, c'est une énumération, donc c'est un type algébrique en Rust. Mais si vous êtes dans d'autres langages, vous pourrez probablement faire un builder avec les bonnes fonctions qui vont vous permettre de mettre votre type de réponse dans la bonne configuration et uniquement celle-là. Il faut quand même avoir un compilateur, donc avec JavaScript ça ne marche pas. Mais bon, il y a moyen de faire des choses sympas et donc de garantir que ce que vous avez documenté, c'est vraiment ce que vous allez coder. Et ça, c'est bien sympa quand même. Vous pouvez aussi prendre vos exemples. Donc là, vous voyez, dans la spec OpenAPI, il y a une section exemple. Alors c'est très sympa, ça fait de la belle documentation, mais nous, en tant que développeurs, on a souvent la flemme. On a particulièrement la flemme quand il s'agit de les maintenir, et donc on oublie. Et donc nos exemples, ils dérivent de la réalité. Un petit coup de template plus tard, vous avez un test unitaire qui prend vos exemples et qui les désérialise dans le type attendu pour l'API. Et donc, si vous oubliez de mettre à jour votre documentation, votre test unitaire, il plante. Du coup, vous n'oublierez plus jamais. Un autre truc. Là, on aborde la partie extension. OpenAPI, ça propose un formalisme. Donc, il y a déjà des propriétés qui sont définies par la spec. Mais il n'y a absolument rien qui vous interdit de rajouter des choses. Là, vous avez un x-valueType. Et donc ça, c'est pas dans la spec OpenAPI, c'est moi qui ai choisi de l'appeler comme ça. Et je l'ai mis à true. Et ça va dire à mon template de générer un value type. Un value type ou un new type, ça parle à beaucoup de monde. Levez la main. Okay. Donc, un value type, vous noterez assez facilement qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un username qu'à un password. Techniquement, c'est une chaîne de caractères. Et en particulier, si vous avez une fonction qui prend le username et le password, vu que c'est deux chaînes de caractères, c'est très facile de les inverser. Et ça serait quand même super pratique d'avoir un vrai type checké par le compilateur pour chaque concept, même quand c'est techniquement la même chose, de faire en sorte que ce soit un vrai type différent et de plus jamais pouvoir inverser des paramètres. Et ben c'est le pattern value type ou new type. Et ça dépend des langages encore une fois, chacun sa crèmerie. Mais ça peut être long d'écrire un type correct qui se valide, qui se serialise, qui a le bon constructeur. Ça fait quelques lignes de code. Et ben là, on a déjà une techno qui nous permet de définir des structures de données. Donc pourquoi pas utiliser ça pour définir une structure de données qui a un seul truc à l'intérieur. Et puis voilà, on le décore un petit peu et puis c'est parti. Donc là, je ne vous mets pas tout le code que ça me sort.
Mais ça peut sortir 50 lignes de code, et moi, ça m'a pris que moins de 10 lignes à définir. Puis tant que j'y suis, j'ai rajouté un x-faker. Et alors là, ça me permet, quand mon générateur de code il voit ça, de me rajouter une petite librairie de fake qui me permet dans tout mon code, de partout, dans tous mes tests unitaires, d'avoir pour chacun de mes types le moyen de générer des valeurs random. Du coup, tous mes tests unitaires sont différents à chaque exécution, sauf si je le décide évidemment et que je mets des valeurs spécifiques. Et ça à travers tout mon projet, ce qui est quand même super pratique. Et encore une fois, ça me coûte qu'une seule ligne par type. Bon, on ne va pas s'arrêter là. Alors là, OpenAPI gère la spécification de la validation. Donc on peut mettre des patterns, des limites numériques, minimum, maximum, des limites de taille de chaîne de caractères, minimum, maximum aussi. Donc là, encore une fois, vous détectez ça, vous mettez dans votre template, vous faites le bon code qui va bien, et c'est parti. Et là, vous voyez que ça commence à être un peu verbeux. Tout ça mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup de code. J'aurais pas aimé taper ça à la main. Pour tous les types, en plus. Et tant qu'on y est, maintenant qu'on a des fakers, qu'on a de la validation, on va pouvoir rajouter dans le générateur, pour chaque type, parce qu'en plus, moi, je suis dans un projet là où j'ai deux types de serialisation. J'ai du JSON et autre chose. Et ça vous est jamais arrivé qu'il y a un serializer qui fasse n'importe quoi, et après, quand vous relisez, c'est pas exactement ce qu'il a écrit. Ça vous est jamais arrivé. Ben, moi, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé. Ça a été catché par les tests unitaires. Grâce à ça, je génère un fake, je le serialise dans les deux technologies, je le déserialise dans les deux technologies, je compare les valeurs à la fin. Ça match, c'est cool, et je peux faire ça à l'échelle de tous mes types. Encore une fois, ça permet de dormir bien sur ses deux oreilles. Mais pourquoi s'arrêter à l'API ? Qu'est-ce qui différencie vraiment une structure de données qui sortirait en JSON et une structure de données qui sortirait dans un template qui génère du HTML ? Finalement, il y a certaines technologies où ça va se ressembler beaucoup. Et donc là, j'ai rajouté un x-template sur la réponse 200. Et quand mon générateur de code voit ça, enfin quand mes templates voient ça, parce que le générateur de code, il s'en fiche, lui. Pour lui, c'est du JSON et les templates. Il me génère la structure de données qui va bien, et il appelle ce fameux template search.html, et il fait un render mémoire, et il output ça sur la sortie HTTP. Et voilà comment je fais du server-side rendering, un peu bourrin, mais encore une fois, j'ai pas eu grand-chose à coder dans l'histoire. Une autre chose. Vous avez déjà entendu parler d'event sourcing ? Ou d'agrégat, juste d'agrégat métier, ou de domain events. Donc event sourcing, pour la refaire très courte, ça peut se résumer assez facilement dans cette simple image. C'est une façon de coder vos agrégats métiers pour faire en sorte que ils appliquent leur fonctionnalité, leur comportement en deux fonctions distinctes, la décision et l'application. La décision va prendre une commande qui est une intention de l'utilisateur pour modifier le système, et l'état courant de l'agrégat. Il va décider s'il veut ou pas modifier son état, et il va le formaliser sous forme d'événement. Et ensuite, il y aura une autre fonction qui va appliquer ces événements,
sur l'état du système. Donc pour avoir l'état du système à l'instant T, il faut rejouer tous les événements si on est en event sourcing. Donc quand on voit ce petit dessin, on peut se dire, si on a l'esprit un peu tordu, qu'un agrégat event sourcé, ça prend des commandes, donc ça peut retourner un certain nombre d'événements ou une erreur. Qu'est-ce qui se passerait si on décidait de décrire un agrégat sous forme d'une API OpenAPI? On pourrait décrire des structures, comme celle qu'on a vue précédemment, create user, la commande pour créer un utilisateur, user created, l'événement qui sort de cette histoire. Alors, on a déjà toute la techno pour générer des structures, on est content. On pourrait décrire des routes. Donc là, ici, j'ai une route qui a le même nom que la commande. Ça peut être pratique. Bon, les paramètres d'entrée, on s'en fiche, hein, c'est de la commande. Mais ce qui en sort, c'est une liste d'événements potentiels. On écrit un peu de templating, et voilà. Donc ça, c'est l'implémentation. Je ne vous montre pas le code généré, mais ça, c'est ce qui me reste à écrire pour handle la commande sur mon agrégat. Ça m'a généré tout ce qu'il faut pour plugger l'agrégat dans mon système. Il ne me reste plus qu'à écrire le corps d'une fonction qui s'appelle createUser, qui prend un user state et la commande createUser, et qui ne peut répondre qu'une liste de createUserEvent, ou des erreurs, ou une erreur. Encore une fois, je suis sûr à la compilation que je n'ai pas trahi ma spec. Est-ce qu'on pourrait faire encore autre chose? On pourrait rajouter la liste des consommateurs d'un événement directement dans la documentation de l'événement, dans la structure de données. Encore un petit coup de template. On peut utiliser là un projet qui s'appelle Event Catalog, qui permet de documenter un système event sourcé, un système event driven même, pas que event sourcé. Donc mon petit template, il génère des points MD. Pour chaque événement, il va générer des points MD. Et je me retrouve au bout de quelques heures à avoir une documentation complète de tous mes événements, de qui les génère, de où est-ce qu'ils ressortent. Et ça permet même de faire des vues comme ça, avec les événements qui passent entre les sous-systèmes. Alors ça, normalement, c'est animé. On voit les petites boules rouges qui se déplacent et tout. Ça fait la guerre des étoiles. C'est trop sympa. Voilà. Mais on ne va pas s'arrêter là. Vous avez entendu parler de GraphQL? GraphQL, c'est une spécification tout à fait formelle. Ça ressemble à ça. Mais ce n'est pas du JSON. Quoique. Est-ce qu'on pourrait, peut-être, transformer du GraphQL en JSON? Il se trouve que oui. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait, j'ai trouvé une lib qui avait une représentation mémoire du GraphQL. Et il se trouve que la structure était facile à désérialiser, enfin sérialiser en JSON. Et je me suis retrouvé avec un gros JSON de mon GraphQL. Bon, donc du coup, vous connaissez la suite, hein, ça ne va pas vous étonner. C'est reparti pour un coup de template, des fichiers générés, et ainsi de suite. Et alors là, c'est le code généré. Et ça me génère tous les bons décorateurs sur les résolveurs GraphQL.
Et je me retrouve encore une fois à n'avoir qu'à implémenter des petits bouts qui sont complètement typés, sur lesquels j'ai aucun moyen de me tromper, parce que si je me trompe, mon compilateur il va me dire que j'ai pas respecté ma spec. Et voilà, j'ai d'autres use cases, je ne vais pas trop vous assommer, mais voilà, j'utilise un peu beaucoup tout ça. Pour finir, pour wrap up, bon, vous l'avez compris, je suis un peu fan d'une spécification formelle quelle qu'elle soit, et de faire quelques templates pour être sûr que je vérifie cette spec. J'ai une opinion particulière là-dessus. L'outil que je propose en open source ne propose pas de template. Je considère vraiment que les templates, c'est votre code source, c'est votre cuisine, et ça serait quand même bien de la maîtriser. Je veux pas, voilà. Et donc, si je fournis des templates, d'une certaine manière, on perd la capacité à avoir cette espèce de levier magique où on va pouvoir faire ce qu'on veut avec. Et puis, j'ai pas non plus l'ambition de me coder les templates dans toutes les technologies possibles. Aussi, enfin, à moins qu'il y ait une communauté qui vienne m'aider, mais voilà, pour l'instant, c'est pas prévu. Avoir les templates dans votre code source, ça vous permet aussi de les versionner, bien sûr. Et donc, quand vous avez une nouvelle idée, une branchite, et ainsi de suite, et c'est parti. Je vous conseille même d'aller jusqu'à faire tourner le générateur de code dans votre CI directement. Comme ça, si quelqu'un s'est amusé à modifier le code généré, eh ben, il va se faire emballer au prochain passage de la CI. Et vous avez la certitude que vos specs sont respectés, encore une fois. Moi, je vous ai plusieurs fois dit qu'il ne me restait plus qu'à remplir une fonction déjà typée. Ça me fait énormément penser à la peinture à numéros. Vous avez votre structure, elle est correctement faite. Il ne vous reste plus qu'à mettre les bonnes couleurs dans les bons trous, et c'est parti. Et puis si la structure change, ça va dépasser. En clair, votre compilateur ou vos tests unitaires vont vous aider à trouver que ça ne va pas. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le problème avec les générateurs de code, c'est que 95% du job, ils le font très très bien, et le 5%, vous allez pleurer. Du coup, prévoyez-vous des portes de sortie. Ici, vous voyez qu'on peut rajouter un petit X-exclude, Rust en l'occurrence ici, ou un X-custom-validate. Et bien, tout simplement, vous mettez ce qu'il faut là-dedans, vous dites à votre générateur, vos templates, de ne pas tenir compte de cette structure ou de quoi que ce soit quand il trouve ce champ rempli. Et du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans un petit fichier à part, vous faites ce qu'il faut, et vous avez votre porte de sortie. Tant qu'à faire, générer du code lisible, sinon votre futur vous-même aura peut-être envie de vous tuer. Vous n'êtes pas obligé de faire un Big Bang, commencez petit. Encore une fois, ça dépend du projet, de votre maturité sur la techno, du langage, des possibilités du langage, et ainsi de suite. Et comme à peu près tout en informatique, ça marche mieux en monorepo. Parce que partager des templates entre plusieurs repos, c'est fatigant, mais bon, tout marche mieux en monorepo, donc je vous apprends rien ici. Est-ce qu'on a répondu à la question? Est-ce que utiliser la génération de code, c'est être un contrôle fric? Eh bien, probablement. Mais j'espère que c'est pour le mieux et pour faire des logiciels plus fiables. Et ce sera tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Des questions? À chaque fois qu'on fait une évolution, on régénère tout. Oui. Donc après, il faut faire un merge ce qu'on va faire évoluer. Ouais. Ouais, mais la plupart du temps, t'as pas de... Tu modifies ton template, ouais, ça va modifier effectivement potentiellement, je sais pas moi, 50, 100 fichiers.
C'est pas grave. Parce que c'est pas si souvent. Donc tu vas pas forcément avoir. Ce qui va être important, c'est le merge du template, en fait. Si tu as vraiment 2 personnes de l'équipe qui vont modifier le template en même temps, et donc qui vont modifier les fichiers qui sont adressés par ce template, tu vas avoir besoin vraiment de merger le template. Une fois que tu as le merge du template, tu réexécutes tout, tu réécrases tous les fichiers, et tu t'en fiches finalement du merge des fichiers, parce qu'ils sont purement déterministes à partir de tes specs et tes templates. Donc, tu n'as pas à gérer le merge des fichiers générés. Ce qui est important, c'est le merge du template et des specs. C'est dans le template qu'on fait porter le contenu métier, du coup. Pointer vers le métier. Ouais, c'est lui qui va générer toute la structure. On a vu se préparer une fonction vide en commentaire. Ouais. C'est là on va la remplir, on va la mettre sûrement, on va le sortir et puis on va la remplir. Dans d'autres fichiers, tu as ton code généré qui va appeler une fonction qui n'existe pas. Cette fonction, tu vas l'implémenter dans un autre fichier. Mais il faut faire un lien entre ces trucs fichiers. Un import d'un truc sur l'autre, tu appelles une interface, et de l'autre côté, tu implémentes l'interface. Tu trouves le moyen, le bon hack qui te va dans ta techno, pour que ton code généré puisse être les fichiers générés puissent être en permanence réécrasés, et que la partie générée et la partie non générée sachent se trouver. Je donne pas mes tuyaux là, parce qu'ils sont très spécifiques à ma techno. Il y a le template plutôt. Ou parfois non. Parfois j'ai le template qui appelle des trucs qui n'existent pas encore dans le code, ou je peux avoir le code qui appelle des